De l'information, nous allons aborder beaucoup de sujets. On parlera du retrait des États de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui annoncent quitter officiellement la CEDEAO avec effet immédiat. Quelle incidence? Eh bien, ce retrait de ces trois pays de la CEDEAO, quelle incidence au plan politique et économique? C'est entre autres questions que je poserai à mes confrères en studio. On parlera politique avec une nouvelle manifestation de l'opposition empêchée à Lomé. Que devient la loi sur la liberté de manifestation au Togo? C'est l'autre question que je posais à mes confrères. Et puis, FNFI, 10 ans de la finance inclusive. Les couches vulnérables sont-elles sorties de la pauvreté? On parle d'autonomie financière. Je demanderai à mes confrères ce qu'ils en pensent. Avec... pourquoi est-ce que vous souriez en studio? Bonjour Elon. On sourit parce que tu as dit FNFI. Donc ça nous a rappelé une appellation. Donc je ne détiens pas le contrôle. Hein? Bonjour, voilà, tu vois Sylvestre. Bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les fidèles. Bonjour Mr. Gérard. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Les auditeurs aussi pourront participer à l'émission pour l'instant en interagissant, donc quand nous envoyons des messages par SMS et par WhatsApp sur le 93 94 96 64. Je rappelle 93 94 65. 93 94 96 65, c'est notre numéro. Vous restez avec nous. 104 bien sûr. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. On va aller tout de suite avec l'actualité. Eh bien, hier, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger qui annoncent quitter officiellement et avec effet immédiat de la CEDEAO. On a vu derrière que la CEDEAO aussi a réagi et continue de négocier pour que cela n'intervienne pas. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez à l'annonce, n'est-ce pas, de cette nouvelle-là, je veux dire? Bon, une grosse surprise, une très grosse surprise, il faut le dire. Mais ça ne m'étonne pas parce que justement les trois pays ont décidé de créer l'Alliance des États pour le Sahel. Oui. Mais il y a quand même quelques interrogations parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi la Guinée, qui est également dirigée par un militaire, ne s'associe pas justement à tous ces États qui ont connu un coup d'État. Depuis le début, Doumbouya, visiblement, n'est pas... C'est ce qu'on constate. Et c'est une grosse interrogation parce que, quoi qu'on dise, la Guinée aujourd'hui fait son chemin. Seule, oui, la Guinée ne veut pas s'associer ni au Mali, ni au Burkina, ni le Niger, mais on se pose la question de savoir sur quel calendrier, sur quel agenda véritablement le colonel Doumbouya compte pour pouvoir redresser la Guinée, et il fonctionne selon quel calendrier, parce que justement au niveau de la Guinée, on n'a pas encore une idée claire de la suite, mais ces autres collègues qui ont quand même fait des coups d'État, ces autres collègues militaires s'inscrivent beaucoup plus dans cette logique-là d'affrontement au niveau de la CEDEAO pendant que Doumbouya a gardé le silence. Et là, sur la carte occidentale d'Afrique, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la Guinée se comporte comme cela alors que les autres pays ont connu pratiquement le même schéma. Dans un autre contexte, vous avez trois pays qui ont 63 millions d'habitants, et donc quand vous prenez la CEDEAO aujourd'hui, l'annonce de ce départ a été quand même un coup de poignard dans le dos pour l'institution, justement parce que ça fait trois États qui sont enclavés, mais qui quand même représentent une force au niveau de la population, parce que vous avez 63 millions que vous perdez en Afrique occidentale, dans une communauté où il y a plusieurs États. Vous posez la question de savoir si véritablement il y a quelque chose encore à voir, parce que quoi qu'on dise, le Niger c'est stratégique à cause des ressources naturelles, à cause de la population, et le Mali même chose, et encore le Burkina Faso avec tout ce que ça représente comme mine d'or, et je ne pense pas véritablement que ceux qui ont la junte au pouvoir dans ces pays, parce que cette décision va quand même avoir des conséquences sur les populations. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Parce que c'est les populations justement qui véritablement vont sentir, parce que quand on dit au niveau de la CEDEAO, quand on dit libre circulation des personnes et des biens, on ne l'a pas, hein. Quoi qu'on dise, c'est un défi permanent, c'est un challenge. Quand on parle par exemple de monnaie
de zones libres, etc., d'échanges, c'est quand même des interconnexions qui vont se former. Maintenant, on ne l'a pas encore, c'est cette réalité également. Mais le fait d'être scellé, ça fait poser beaucoup de questions. Maintenant, d'un autre point de vue, la procédure au niveau de la CEDEAO pour la quitter, c'est quoi? Il faut le voir aussi. Oui, c'est pas tout de suite ça. Oui, et puis vous ne pouvez pas être à la tête d'une transition pour prendre certaines décisions. Je suis désolé, mais ceux qui sont dans ces pays-là, ils se sont déclarés comme autorité de transition. Vis-à-vis de la loi de la Constitution, ils sont fort clos pour pouvoir prendre des décisions qui engagent le peuple. Parce que... À ce point. Oui, parce qu'on on a un droit constitutionnel. C'est un peu comme ces États qui mettent les armoiries sur un même papier, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas mettre trois armoiries, trois emblèmes de trois États différents sur un papier, un seul papier. Ce n'est pas des logos d'entreprise. Je suis désolé. On est en droit non, il y a des erreurs. Il y a des erreurs que la junte... Parce que quand vous êtes militaire, vous êtes militaire. Les militaires ont fait de très belles formations, de très bonnes formations. Mais quand vous gérez l'appareil de l'État, c'est autre chose. Vous ne pouvez pas faire un communiqué conjoint, vous mettez les armoiries du pays sur le même papier, vous dressez un communiqué conjoint et chacun signe. Ce n'est pas des entreprises qui font un consortium. Je suis désolé. Chaque peuple est souverain et si vous voulez faire une décision, prendre une décision commune, mais chaque pays sort son communiqué sur son papier en tête et tout le monde le voit. Mais on n'aligne pas les armoiries des pays sur un même papier, un peu comme on forme un consortium d'entreprises, je suis désolé. Donc ça, c'est des erreurs stratégiques que la gente multiplie. Maintenant, pour sortir de la CEDEAO, la procédure est simple. Il faut lire le traité fondateur de 1975. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà ce qu'on dit pour pouvoir acter, pour pouvoir sortir de la CEDEAO. Ça ne pourra jamais intervenir avant 1 an, selon donc les tests de la CEDEAO. Oui. Et on voit que dire qu'avec effet immédiat, ça ressemble beaucoup plus à autre chose que la réalité. C'est en quelque sorte... En fait, moi je voudrais justement qu'on puisse construire ou reconstruire l'état de droit. Si tant est que ceux qui ont pris le pouvoir par un coup d'État, qui sont arrivés, qui veulent justement restaurer l'état de droit, il faut commencer par des choses qui respectent la Constitution et les tests fondamentaux. Mais vous ne pouvez pas dire que vous voulez réinstaurer l'état de droit et vous êtes dans une communauté, même si vous ne l'aimez pas la communauté. Mais respectez les tests de la communauté. C'est les tests que les peuples se sont assignés depuis 1975. C'est le traité fondateur. Et donc, quand vous dites à la télé que, bon, c'est les militaires qui ont signé le traité fondateur, c'est les militaires qui en sortent également, mais c'est de la provocation, oui, je suis désolé. On a vu en Europe, par exemple, lorsqu'il devait y avoir Brexit, il y a eu même une consultation en interne là-bas, en Grande-Bretagne, et puis il y a eu un délai pour sortir, n'est-ce pas, de l'Europe. On a vu ce et donc, pour finir, oui, je vais dire aussi que la CEDEAO a perdu de plus en plus son efficacité. Ça, on l'a dit. Elle a quitté le terrain économique, qui était l'idée de départ en 1975. Elle a perdu la bataille de l'opinion aussi. Pour pouvoir entrer beaucoup plus sur un terrain politique. Maintenant, quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina ne quittent pas l'UEMOA. Mais pour l'instant. Oui, mais c'est parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas quitter l'UEMOA, en fait. Parce qu'il y a une question stratégique de la monnaie qui va se poser. Et les ressources et les réserves de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est dans les banques. L'UEMOA a 3 bras financiers. Et donc, quand vous voulez prendre certaines décisions, c'est pourquoi je dis que cette décision, j'ai l'impression, c'est une analyse personnelle, que c'est beaucoup plus mu par le sentiment que les populations dégagent vis-à-vis des métropoles que par une volonté véritable de pouvoir quitter, de pouvoir être autonome. Parce que là, si vous voulez quitter la CEDEAO, quitter toutes les institutions, par exemple. Parce que l'UEMOA ne réagit pas sur le plan politique. Oui. L'UEMOA réagit sur le plan économique. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez quitter la CEDEAO, c'est une décision exclusivement politique. Parce qu'il y a des communautés économiques qui sont là et vous êtes toujours membre, vous en êtes membre, c'est de plein droit. Mais je souhaiterais que, si vous voulez réinstaurer l'état de droit, commencez déjà à respecter les tests. En même temps, on ne pourra pas dire que ceux qui ont pris ces genres de décisions n'ont pas réfléchi à cette question, n'ont pas mûri, n'est-ce pas, suffisamment les réflexions pour pouvoir qu'on en arrive là aujourd'hui. Alors, Gérard, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même une suite logique de ce qu'on est en train de voir depuis les coups d'État dans ce pays-là. Bon, disons, je ne sais pas si l'UEMOA fait partie de la CEDEAO. Mais l'UEMOA, c'est le bras financier de la CEDEAO. Non, je ne sais pas en fait ça. Non, mais l'un s'est greffé sur l'autre. Oui, je crois que l'UEMOA et le CFA étaient une réalité. Oui. Et la CEDEAO a été créée après. Vous voyez? Donc la CEDEAO, comme l'a dit l'homme, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr. Et voilà une communauté économique qui devient d'un seul coup une menace politique. Une menace qui installe des bases, fait venir des avions, on voit des rafales au Sénégal qui atterrissent, dit bon, on va attaquer. Bon,
Je ne sais pas. Hein. Ça s'est passé. Hein. Et qui dispose même d'une armée. C'est-à-dire qu'une armée, alors qu'économiquement, on ne peut pas avoir une... Oui, là, ça peut encore aller parce que ben, c'est pas consensus. Mais quand il y a crise quelque part et puis vous faites venir des avions et vous menacez d'attaquer un membre, qu'est-ce que le membre a d'autre à faire que de vous quitter? Parce que ben, on est amis, vous préparez une guerre contre moi. Ben, ce que je fais d'abord, c'est sortir de votre maison pour m'armer aussi, pour vous attendre. Et donc, ben, ils sont sortis pour les attendre. Moi, ce qui m'a plu, c'est que ces gens-là, on dirait qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils travaillent même les dimanches. La décision, là, c'était un dimanche. Au moins, eux, ils travaillent. Ils travaillent tout le temps. Moi, j'étais très surpris. Je me demande, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait un peu plus tôt? Je n'ai rien contre la CEDEAO, mais je pense que l'institution était tellement dévoyée qu'il n'y avait plus d'autres, il n'y a pas d'autre possibilité que sortir. Les gens n'ont pas, on ne leur a pas donné une autre chance. Dites-moi concrètement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Mali, le Niger et le Burkina perdent quelque chose? Ils sont déjà sous sanctions. Il y a un embargo pas possible qu'on n'a jamais vu ailleurs. Vous imaginez dans l'Union européenne un Allemand qui empêche le Français d'avoir accès aux médicaments de base? Ce n'est même pas possible. On empêche par exemple la Grèce ou bien des pays un peu moins démocratiques. Embargo, mais on sait quand même à peu près c'est officiel. Le Niger passe par le port de Lomé. C'est très difficile. Moi, je vous dis. Comment c'est difficile? Je vous dis. Oui, mais je ne trahis pas. Vous avez lu le communiqué, oui ou non? Quel communiqué? Le Niger exploite le port de Lomé pour pouvoir quand même alimenter son pays. Oui, mais non, moi je vous donne l'exemple. Le Burkina, pareil. Moi, je voulais envoyer de l'argent à notre correspondant à Niamey la dernière fois, c'était la croix et la bannière. Ah oui? Ça passait pas. On a dû trouver un moyen vraiment, donc je ne peux pas parler à la radio, et il faut envoyer ça à quelqu'un ici, c'est tout un truc détourné, vous voyez. Donc les flux financiers, c'est plus ça. L'activité économique a été tellement ralentie. Donc si on a fait tant de mal à ces gens, mais pourquoi est-ce qu'ils vont rester dans la CEDEAO? Moi je crois que la CEDEAO s'est tiré une balle dans le pied. Hein. Regardez ce qui s'est passé au Togo, même avec Atchadam Tikmi, tout ça là. Regardez comment le Ghanéen il a géré. Comment il a géré les choses, comment il a chassé les opposants qui se comportent comme des enfants, ils n'ont qu'à foutre le camp et tout. Mais au final, c'est que la crise togolaise n'a pas été gérée. Jusqu'aujourd'hui, on se tient là-dessus, mais la crise, elle est là, c'est comme une braise, quoi. Qui est là, la flamme n'est plus là, mais la braise est toujours là. Donc si la CEDEAO échoue dans tous les cas comme ça, moi je me demande là où on va, la libre circulation des biens. Vous pensez que c'est la CEDEAO, c'est ces pays-là que ça pénalise le plus? Ça pénalise plus les pays-là. Vous avez vu au Bénin, le port du Bénin, comment on en a souffert. Je connais un monsieur, un Malien, lui devait 10 millions. Quand on a coupé les flux financiers, les transferts entre le Mali, le type il a failli devenir fou. Parce qu'il lui a livré des matériaux. Il dit le Malien lui devait 10 millions. Pas moyen d'avoir l'argent, ni par les banques, ni par les transferts. Et qui en a souffert, c'est l'opérateur économique togolais. Donc nous ne voyons pas seulement les Sahéliens en train de souffrir. Hein. C'est-à-dire quand vous avez des partenaires économiques à qui vous vendez des choses, ou bien c'est qui vous achetez des choses, et du jour au lendemain, on vous dit, ce n'est plus possible, imaginez ne serait-ce que les femmes qui vendent les tomates du Burkina. Alors, des titans et des titans. Mais on est d'accord que ce retrait définitif, quand on écoute donc les leaders de ces pays-là, le Mali, le Burkina et le Niger, va forcément avoir des conséquences, des incidences au plan politique et économique. C'est clair, Sylvestre? Oui, c'est clair. C'est clair parce que lorsque vous voyez un peu la déclaration donc, des trois autorités de transition, oui. Je n'aime pas le terme joint parce que pas trop ça. Donc vous verrez qu'ils ont même dit avec effet immédiat. Oui. Alors, lorsqu'on revisite donc, les tests de la CEDEAO, il faut au minimum 1 an. Pour préparer donc cette sortie-là. Mais parce qu'il y a des choses à revoir. Il y a tellement beaucoup de choses donc à régler. Mais lorsque vous voyez un peu donc les greffes donc de ces pays du Sahel là, contre la CEDEAO, vous conviendrez avec tous, nous sommes d'accord de ce qu'ils disent. Lorsqu'ils écrivent par exemple que la CEDEAO devient donc une menace pour leur pays, c'est réel, puisque la CEDEAO a menacé ouvertement d'intervenir militairement dans un pays dont on devait plutôt promouvoir les flux financiers, c'est-à-dire les flux économiques. Maintenant, lorsqu'ils disent qu'ils s'éloignent donc de l'idée des pères fondateurs, oui, la CEDEAO avant tout est une institution, une communauté économique
transformé en politique et qui s'y est installé. Aujourd'hui, la CEDEAO est plus politique qu'économique. Même économique, le thème en soi n'existe presque pas. Oui. Cette CEDEAO se comporte aujourd'hui comme une institution politique. Elle est politique, elle est en train de devenir militaire. Si bien, justement, si bien qu'on peut même accepter que le Maroc, on parle donc de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, mais on peut accepter que le Maroc soit un pays observateur, que la Tunisie soit un pays observateur. La Mauritanie qui était sortie en temps, mais qui revient. Qui revient, je crois, en 2017, en mai 2017, ils ont fait donc leur demande pour revenir en tant que membre associé. Exactement. Vous voyez, donc ils ne veulent pas devenir donc membre, puisque la Mauritanie y était, ce pays-là a vu le fonctionnement de la CEDEAO. Maintenant, le pays revient en tant que membre associé, plus membre. Voyez-vous, donc ça veut dire qu'on a déjà des a priori, des appréhensions donc, sur la communauté et donc la manière dont elle fonctionne aujourd'hui. Voyez-vous, comment est-ce qu'on peut imposer même un embargo jusqu'aux médicaments? Oh, il y a des malades qui sont là, qui ont besoin donc, de soins intensifs. Un certain médicament, malheureusement, ne viennent que de l'étranger. Mais on impose un embargo jusqu'aux médicaments en étant conscient que les Nigériens vont dépasser. Est-ce que le fait de sortir aujourd'hui de la CEDEAO annulera ou annihilera de facto ces embargos, ces souffrances-là? Oui, je vais vous donner une idée pour parce que, comme l'homme l'a dit au début, visiblement, les trois dirigeants de ces pays sont beaucoup plus poussés par les populations. Et ils le disent clairement dans leur communiqué d'une certaine façon. Hein. Par exemple, quand ils disent prenant toutes les responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes et préoccupations, aspirations de leur population. Justement, je te donne juste un exemple. Allez-y. Vous avez vu que avant, la France n'était que le seul partenaire privilégié donc de tous ces pays du Sahel et même de l'Afrique en ce qui concerne les armées et tout ça. Bien sûr. À un moment donné, ils ont décidé, donc beaucoup de pays ont décidé de diversifier maintenant les partenariats. Ils ont coupé de pont avec la France qui imposait même si vous achetez donc des armes, il faut que la France dise oui d'abord avant qu'on ne puisse vous acheminer ces armes-là. À un moment donné, ils ont coupé le pont, ils sont revenus, ils sont maintenant plus proches de la Russie. Vous avez vu la manière dont les gens se sont réarmés, très facilement d'ailleurs. Et le Mali a même pu marcher en moins de 2 jours sur Kidal. Avant, ils ne pouvaient pas. Parce qu'il y avait tellement d'embargo. Ils ont changé de partenaire. Ils ont eu suffisamment d'armes. Si c'est bien que les États-Unis ont même dit que le Mali est dans un surréarmement donc du pays. Oui. Mais ça leur a quand même permis d'avoir des éléments suffisants, ne serait-ce que pour faire face à toutes les menaces. Aujourd'hui, s'ils décident donc de couper avec la CEDEAO, sûrement ils vont trouver d'autres partenaires. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, ce retrait-là de ces pays, c'est le dernier acte. Hein. Oui, c'est le dernier acte. Mais moi, je reste en... Oui, c'est fini. Il peut en avoir autre. De la pièce de théâtre. Après ça, donc, c'est fini. Il n'y a plus. Mais je me dis que ça peut être également une forme de pression sur la CEDEAO. Je crois que ce retrait-là peut aussi provoquer des remous au sein de la CEDEAO. Si après le retrait des 2 pays annoncent qu'ils vont quitter, je vous dis qu'on pensera maintenant à reformer, à des réformes au sein de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO en soi aujourd'hui, sur fait que je le dise, ne fait que la politique africaine de la France. C'est-à-dire la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui. Telle qu'elle est aujourd'hui. Comment, imaginez-vous, il y a un coup d'État donc, au Mali, et que c'est Emmanuel Macron qui dit devant donc, les officiels français que il vient donc de discuter avec les membres de la CEDEAO et que quelque chose sera fait. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'avant même que la CEDEAO ne se réunisse, Macron annonce déjà les couleurs. Donc, lorsque vous êtes devant une telle communauté, il ne peut qu'y avoir de la frustration. Et c'est la somme des frustrations qui a obligé aujourd'hui ces pays du Sahel donc, à quitter la CEDEAO. Mais aussi, eux aussi, il faut clairement le dire, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Parce que lorsque vous êtes... on dit... C'est fini. Lorsque vous êtes seul... Rien ne peut plus arriver. Oui, Cabri, on n'a plus peur de couteau, oui, on le dit souvent. mais je crois que... On dit que celui qui est par terre n'a plus peur de tomber. N'a plus peur, oui. C'est de quand il y a un chasseur qui dit ça. Celui qui a terre, est-ce qu'il peut tomber encore? Non. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui, je crois que la CEDEAO, et vous avez vu que la CEDEAO, le communiqué de la CEDEAO... Oui, la CEDEAO, il faut dire, elle s'est déclarée dans ce communiqué dont vous faites allusion, donc prête à trouver une solution négociée. Aujourd'hui, vous voyez, la CEDEAO fait... C'est-à-dire que
va devenir ridicule. C'est-à-dire que ces 3 pays contre la CEDEAO, quoi. Ces 3 pays tiennent aujourd'hui la CEDEAO. Et vous avez vu que tout le bouquin qu'on faisait, on va intervenir militaire. Maintenant, on trouve des termes, des formules d'enfants, d'anges, ne serait-ce que pour communiquer. C'est triste qu'on en arrive là. C'est triste qu'on en arrive là. Mais je crois que la CEDEAO aurait cherché cela. Le Mali aussi l'aurait cherché, mais on verra. On verra. Même ces pays du Sahel, plutôt pas le Mali, mais ces 3 pays. Alors, si c'est en communauté, on est fort, quoi. Oui, bien on sûr, est en communauté. Alors, justement, il y a un auteur qui nous dit, moi, je pense que c'est un coup de pression pour pousser la CEDEAO à réagir et ça marche, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit les États de l'AES ont officiellement refusé d'être amis avec nos bourreaux. Continuer par faire partir de la CEDEAO, c'est une façon d'être amis avec les mêmes bourreaux, mais par procuration. Afrique des libertés en marche. Comme pour reprendre les propos habituellement de Franklin et Niamsi. Un autre auditeur qui nous dit les embargos de la CEDEAO montrent les pays, contre les pays de l'AES ont été donc toujours avec effet immédiat. Donc c'est une formule propre à la CEDEAO, rappelle cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci, attendez, voilà, il dit ceci, je ne sais pas pourquoi vous voulez défendre la CEDEAO. Ben, on en a l'air ici, je ne sais pas. Alors, peu importe la manière, la CEDEAO, depuis des années, elle-même est ce qu'elle respecte. Est-ce qu'elle-même respecte les tests, dit l'auditeur, que certains journalistes cessent de nous faire, je ne sais pas ce qu'il a écrit, analyse comme ça. Ben, on analyse, vous aussi vous analysez, vous postez votre message et qu'on peut lire à l'antenne. Rassurez-vous, hein. Sur Taxi FM, c'est un débat contradictoire, rassurez-vous. Alors, vous voulez placer un mot avant, et là, je donne la parole ensuite à Gérard. Bon, en réalité, si vous voulez, dans une certaine mesure, comme le Mali, le Burkina, le Niger l'ont fait, je crois qu'à la longue, cette décision va avoir des conséquences sur les populations, beaucoup plus, c'est-à-dire que sur les peuples. Il faut le dire, parce que pour le moment, bon, ça va, comme on l'a dit, ils n'ont pas le dire, ce n'est pas supporter la CEDEAO, hein. Non, vous savez, aucun pays ne peut évoluer en autarcie. Vous ne pouvez pas, dans une communauté donnée, vous ne pouvez, parce que les peuples s'interconnectent. Il y a des Nigériens qui vivent au Burkina. Il y a des Burkinabés qui vivent à Lomé. Il y a des Togolais qui vivent à Bamako. Des Maliens à Abidjan. Voilà, donc il y a même une banque du Mali au Togo. Oui, la nouvelle. Voilà, et la plus forte communauté, ou la plus forte diaspora africaine au Togo, c'est entre le Niger et le Mali. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas évoluer comme ça. Et donc, à la longue, il va se poser un problème d'interconnexion entre les peuples. C'est-à-dire que, comme Gérard l'a dit, il avait des difficultés à envoyer un peu d'argent la dernière fois à Niamey. Mais aujourd'hui même... Il n'a pas dit un peu d'argent, il y a eu de l'argent, quand même. Non, tu peux... Faut respecter Gérard. Quand un journaliste parle d'argent, pensez à 20 000 jusqu'en bas. C'est pourquoi je précisais un peu, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Allez-y. Donc, si vous voulez aujourd'hui cette interconnexion entre les peuples, il va falloir que la CEDEAO d'abord puisse réviser sa position. Au lieu de rester dans les incantations, on va vous envahir. Je crois qu'il y a un sommet qui va se dérouler à Lomé pour fêter le jubilé de la CEDEAO prochainement. C'est l'occasion de faire des réformes profondes entre ce que la CEDEAO est, ce qu'elle n'est pas. Il faut véritablement faire des réformes. Il faut réviser le traité fondateur au besoin. Parce qu'aujourd'hui, la géopolitique est en mouvement. Vous savez, quand on parle de la CEDEAO, souvent on a envie de voir les présidents des pays de la CEDEAO. Oui, c'est vrai, c'est eux les patrons, mais en réalité, ce sont nos frères et sœurs qui travaillent dans nos institutions, qui se réunissent quand même pour faire des propositions au président. Oui, en réalité, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc, c'est nous, les populations, quand même. Oui, mais les communiqués, quand il y a coup d'État, ce n'est pas nos frères et sœurs qui les rédigent. Oui, mais qui font toujours des propositions. Oui, mais propositions sur instruction. En réalité. Oui, parce que le président de la commission est là. Oui, bon. Il y a un canevas. Oui, mais le canevas là, condamne, vous avez la formule consacrée. Bien sûr. Et bon, on reconduit. Et c'est ça le problème. Et alors qu'il y a des tests qui doivent véritablement... C'est pourquoi je dis qu'il faut faire des réformes en profondeur. On l'a toujours dit. Il faut faire des réformes. Quand il y a coup d'État dans un pays, en tant qu'institution sous-régionale, quelle sera notre posture? Qu'est-ce qu'on fait? Bonne interrogation. Comme ça, les communiqués laconiques, là, on va les laisser de côté. Et on va dire, conformément à l'article du traité fondateur, révisé, voilà. Ça nous donne quitus pas pour envahir, pas pour déclarer la guerre. Mais voilà le mécanisme
d'alerte qu'on doit déclencher au niveau interne. Et donc la CEDEAO aujourd'hui n'a pas de mécanisme d'alerte. Elle a été attaquée avec les coups d'État et tout dans tous les pays, mais elle n'a jamais déclenché de mécanisme d'alerte, malgré toutes les commissions qui existent. Ils ont toujours sorti un communiqué laconique, déplore, condamne, nanani, nanana, bon voilà, appel au retour à l'ordre constitutionnel. C'est pas un mécanisme d'alerte ça. On est au 21e siècle. Donc le processus. On ne peut pas permettre à ce que des États se retrouvent à ce niveau depuis 1974 et au 21e siècle, il y a coup d'État et il n'y a pas de mécanisme d'alerte. C'est vrai qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que bon voilà, il y a coup d'État par exemple en Guinée, il y a coup d'État au Mali ou au Burkina. Et travailler en amont pour qu'il n'y ait pas coup d'État surtout. Travailler en amont, oui. Et ensuite quand on est attaqué, il y a un mécanisme d'alerte, on dit oh, ok voilà, on envoie tel émissaire, on commence les discussions le même jour et voilà, on libère ce qu'on peut libérer, on fait une entente mutuelle pour que voilà, on restaure l'ordre constitutionnel très rapidement. Il n'y a rien. C'est des communiqués condamnés, on dit non, bon, on fait quoi? On appelle au retour au calme, on appelle au retour. Si bien que ceux mêmes qui font les coups d'État sont habitués à la formule. Ah oui? Oui, mais. On sait ce qui nous attend lorsqu'on fait le coup d'État. Voilà, c'est ça. C'est juste. On se prépare et puis on y va. Il y a le communiqué d'abord. Et ensuite, il y a les sanctions qui vont suivre. Les se réunissent peut-être 2 semaines après. Voilà, les sanctions qui vont suivre. Après, on vous envoie, on nomme un médiateur. Oui. C'est ça le schéma. On nomme un médiateur, il va discuter avec vous, il dit, bon, libérez l'autre, voilà, on appelle. Quatrième chose, on vous dit de fixer un délai de transition. Oui. C'est ça, c'est les 4. C'est ça qui fait partie, c'est les 4 points qui font partie du mécanisme d'alerte de la CEDEAO. Si bien que tout le monde est habitué maintenant. Et si on analysait aussi la chose d'une autre façon, à savoir que ces militaires à la tête de ces pays, peut-être ne veulent pas quitter le pouvoir. Et donc, ils prennent un peu de l'avance sur tout le monde. Gérard. Ce serait un procès d'intention. C'est-à-dire que moi, je juge les gens sur pièce. On analyse dans tous les sens. Hein. Bon, même ceux qui viennent démocratiquement élus, vous pouvez dire ils ne veulent pas quitter. Jean Alpha Condé, il a été élu, mais il avait déjà dans son agenda qu'il ferait tout pour ne pas quitter. Et vous allez voir Ouattara, bon, et vous voyez, il y en a plein. Le Bénin à côté, où on réfléchit déjà à modifier la Constitution. Bon, peut-être. Beaucoup sont venus par les élections, ils ne sont jamais repartis. Donc, c'est pas celui qui est venu par coup d'État, je ne sais pas. En tout cas, on dit que la guerre, c'est l'échec de la diplomatie. Quand il y a la guerre au sein de la CEDEAO, les gens menacent d'aller détruire le Niger, ça veut dire que la diplomatie a échoué. Ouais. À qui s'en prendre? C'est s'en prendre à la CEDEAO. Parce que c'est la CEDEAO qui mêle la politique communautaire. Et elle a échoué. Donc on ne va pas s'en prendre au Niger, à tous ces gens-là. Non. C'est celui qui est prêt à déclarer la guerre qui doit se dire, mais où est-ce que j'ai mis la diplomatie? Où est-ce que j'ai mis la politique? Ça, c'est le premier point. C'est l'homme qui disait, bon, il faut revoir les tests fondamentaux, bien les tests fondateurs. Je dis d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'un outil n'est qu'un outil. Ces tests-là sont des outils. À quoi sert le meilleur marteau s'il n'y a pas de forgeron? Vous mettez un marteau par terre, c'est joli, hein? Ça c'est fait en Bulgarie, c'est fait en France et tout. Mais il n'y a pas un forgeron ou bien menuisier pour l'utiliser. L'outil ne servira à rien. On peut avoir de très bons tests, mais tant qu'il n'y aura pas le capital humain ou bien les ressources humaines pour utiliser ces instruments-là, on assistera à une CEDEAO à la dérive, comme aujourd'hui. Quand vous voyez les tests de la CEDEAO, c'est très joli. Hein? On n'a mis nulle part qu'il faut amener des rafales français pour attaquer et détruire un des membres. Ce qui n'est pas possible. J'ai des enfants, mais lui là, Kodjo, là, je vais le tuer. Tu prends un de tes enfants, vous prenez un de vos enfants, vous le tuez. Ce n'est plus une famille. Donc c'est eux-mêmes qui ont détruit la famille. Maintenant, moi je crois que le problème fondamental qui se passe au sein de la CEDEAO, bon, je pense que vous vous intéressez à la philosophie, hein, qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que vous avez une bonne, et Afi, prends-moi la casserole là. Afi, donne-moi de l'eau à boire. Afi, balaye-moi ceci. À un moment donné, Afi devient votre maître ou bien votre maîtresse. Parce que sans elle, vous n'êtes pas capable de balayer, vous n'êtes pas capable de faire la sauce. Vous dépendez de votre bonne. Au début, c'est elle qui dépend de vous et vous croyez que vous êtes son maître. À un moment donné, elle se rend compte que sans elle, vous ne pouvez pas travailler. Et c'est vous maintenant qui devenez l'esclave de votre esclave. C'est ça qui se passe au sein de la CEDEAO. Les petits pays, le Niger, le Mali, tout ça là, sont en train de devenir nos maîtres parce que les gens ont appris à se servir d'eux. Vous allez voir que la France se rend compte d'un seul coup qu'elle dépend des pays africains.
Elle était le maître, la France était vraiment notre maître, mais privé du Niger, du Mali, de tous ces pays-là, ils commencent à avoir peur. Si je n'ai plus ces gens-là, qui va encore me servir? Donc c'est cette dialectique-là qui est en train de se dérouler. Et vous allez voir, il y aura beaucoup de remous parce que les gens ne sont pas prêts à perdre leurs avantages. Alors, cette décision, et beaucoup d'erreurs. Cette décision, quand même, de sortir de la CEDEAO, ces 3 pays, ça fait à peine 24 heures, puisque c'est hier soir que c'est sorti. On va suivre ce que l'avenir nous dit. Mais il y a quelques réactions. Il y a un auditeur qui nous dit que la CEDEAO est sur le point de devenir une coquille vide, car 3 pays importants, 3 États importants, ce qu'il a écrit, viennent de la quitter. Cette institution a perdu sa valeur depuis qu'elle a permis donc au chef d'État de modifier les constitutions et de briguer un 3e mandat. La CEDEAO est sous le contrôle des desiderata de Macron, donc elle sera morte d'ici peu car beaucoup vont rejoindre le Burkina, le Mali et le Niger. Vivement, nous soutenons l'AES, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit on ne peut pas me parler de respect des tests par les 3 pays alors qu'au sein même de la CEDEAO, les pays membres violent les tests tout le temps. Les sanctions même de la CEDEAO à l'encontre de ces pays n'étaient pas contenues dans le statut de l'organisation. La CEDEAO s'est détournée de son rôle d'organisation économique depuis 1990 avec l'intervention militaire au Libéria. C'est à la CEDEAO de se réorganiser. Ces pays ne souffriront de rien parce que les relations bilatérales existent encore avec les autres pays de la CEDEAO et nos portes ne seront rien. Nos ports ne seront ou ne sont rien sans ces pays-là. Je vais dire une chose. Vous savez, il faut laisser de côté les sentiments que les gens ont par rapport à la réalité. Vous savez que vous savez, ceux qui écrivent ça, c'est ça parce qu'on appelle un État. Non, on va pas. Non, je suis désolé. Ça de les insulter. Quand le président, non, ils nous ont suffisamment insultés. Quand le président du Ghana a pris le pouvoir au Ghana, il a dit qu'il ne va jamais collaborer avec le FMI. Oui. Ouais. Ah, il est revenu, hein. Ah, mais le FMI est où maintenant? Ah oui, plein, dedans. Oui, mais c'est pourquoi je dis que les gens ne connaissent pas la réalité d'un État. Vous comprenez, c'est que on ne gère pas un État comme on gère une épicerie ou sa maison. C'est un État. Il a dit que jamais le FMI ne viendra pas au Ghana. Ah, la langue qui a appelé le FMI, c'est le Ghana. Un État, c'est un État. Vous pouvez pas, on ne reste pas derrière son téléphone pour écrire tout ce qu'on peut écrire. Deuxième chose, vous savez, c'est pas parce que les chefs d'État de la CEDEAO ne respectent pas les tests que ceux qui ont renversé l'ordre établi dans un pays vont aussi se prêter à un jeu de respect des textes ou d'inobservance des règles de l'État. Je suis désolé, on ne répond pas à l'anarchie par l'anarchie. C'est vrai ça? Non, mais à un moment donné, si par exemple on joue au foot, vous me donnez un coup de poing au visage, je vous le retourne. Non, mais ça c'est au foot. Ah ben oui. Oui, mais carton rouge. Oui. Non, le carton rouge. Non, deux alors. Non, je vais répondre à Gérard, c'est-à-dire qu'on est dans une communauté où nous tous sommes d'accord que la CEDEAO ne réagit pas conformément au test. Et même en amont, on permet à des gens de violer la Constitution pour établir, faire le 3e, 4e, 5e mandat. On est d'accord. Bon, maintenant, quand vous venez rétablir l'ordre de l'État, mais il faut prouver en même temps que vous êtes venu pour rétablir l'ordre. Mais les tests qui sont ça, vous ne voyez pas. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Non, attendez un instant. Je ne parle pas des constitutions internes. Je ne parle pas de, voilà, il faut faire 3 mandats, 4 mandats, 2 mandats. Ça, c'est des constitutions. Ça concerne les peuples et leurs États. Mais je parle vis-à-vis de la communauté. Si ceux que vous avez en face violent les tests, mais vous, pour donner des garanties au niveau du peuple et à votre niveau, vous dites, ok, on dit que ça, c'est la procédure. Vous acceptez la procédure. Mais c'est pas parce que vous violez la procédure que moi aussi je vais la violer. En ce moment, on installe quoi? L'anarchie? Non, mais vous n'allez jamais vous libérer. Vous n'allez jamais vous en sortir parce qu'il suffit que moi j'instaure un ordre pour vous dire, mais si je dis l'ordre établi, c'est que l'homme, chaque matin, vous passez chez moi prendre 3 gifles. Voilà l'ordre établi. Oui. Il faut sortir d'un sentier battu. Il faut sortir de l'ordre établi parce que les gens, les êtres humains ont toujours ce génie-là de mettre les autres en esclavage. C'est ça que j'ai dégagé pour ce débat-là. J'ai parti. Et quand l'homme dit qu'on ne peut pas vivre en autarcie, tout ça là, moi je dis c'est un bon élève, un bon étudiant du système qui régit le monde actuellement. Non. On ne peut pas vivre en autarcie, on ne peut pas développer un pays dans l'autarcie, mais on ne peut pas développer un pays non plus dans l'esclavage. Parce que ce que les Africains vivent aujourd'hui, c'est l'esclavage.
Vous avez des ressources humaines et des ressources, regardez au Gabon. On a des ressources des forêts, tout, c'est des étrangers qui viennent prendre. On a de l'uranium au Niger, bon, qui est dans le propriétaire, c'est un autre pays. Tout ça, ça s'appelle de l'esclavage. Est-ce qu'il faut, au nom des institutions, rester dans ce excusez-moi, il faut se révolter. Permettez qu'on aille rapidement, parce qu'il y a d'autres sujets assez intéressants aussi. Ce que Gérard dit là, c'est un autre débat. Je ne voulais pas qu'on relance encore notre débat. Oh, oui, ça c'est un autre débat, carrément. On va l'aborder. Mais juste une petite question. Vous savez, le parrain de tous ces trois-là, le Mali, le Niger, le Burkina, c'est le Togo. Et eux, ils sortent de la CEDEAO. Et ça dit que bientôt le Togo aussi va sortir de la CEDEAO? Non, écoutez, je crois que c'est vrai que le Mali a mandaté le Togo. Le Niger aussi. Le Niger aussi. Ah oui, le Mali et après le Niger. Donc d'être un peu l'interface pour discuter un peu avec la CEDEAO. Mais vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois où la CEDEAO devait envoyer donc des émissaires au Niger. Et c'est uniquement le chef de la diplomatie togolaise qui a pu atterrir donc au Niger. Et les autres ont protesté qu'ils ont donc un problème d'avion. Vous voyez, normalement, ils devaient retrouver, je crois, il y a le Bénin, il y a la Sierra Leone, le Nigeria, et puis il y a un médiateur donc désigné par la CEDEAO. Donc ils étaient 4. Ils devaient rejoindre donc le chef de la diplomatie togolaise, Doucé, et donc à 5, ils devaient se retrouver donc au Niger. Seul donc le Togolais a pu faire donc le voyage, les autres ont protesté un problème d'avion, ils ne sont pas arrivés. Et donc la CEDEAO a sorti un communiqué pour dire, oui, ils ont un problème d'avion. Pourquoi une communauté qui veut véritablement envoyer des émissaires, on nous dit qu'il y a un problème d'avion pour la grande CEDEAO, et on n'a même pas trouvé donc un plan B pour que cela puisse arriver. Je vous fais savoir qu'à André Onana a pris un jet privé pour venir. Alors, et vous avez vu à la Cannes. Et vous avez vu la réaction donc du Niger. Ils ont dit que, en fait, il y a la mauvaise volonté du côté de la CEDEAO. Ça a commencé comme ça avant qu'ils annoncent aujourd'hui qu'ils sortent donc de la CEDEAO. Donc, je reviens à la question. C'est pour dire qu'en réalité, avant de sortir, mais sûrement que le partenaire sera au courant. Ils vont lui dire que voilà, pour tel fait, monsieur, nous sommes obligés donc de nous séparer de... Ben, le Togo sera au courant avant qu'il ne sorte aujourd'hui. On a envie de savoir ce qu'en pense la diplomatie togonaise aujourd'hui. Le Togo, pour l'instant, n'a pas de problème avec la CEDEAO. Donc le Togo ne peut pas sortir de la CEDEAO parce que ses amis donc, du Sahel ont sorti de la CEDEAO. Même si, avec le Togo, on sait que la CEDEAO aussi, avec le peuple, ce n'est pas tellement ça. Les événements de 2005 et tout ça sont encore vivaces dans les esprits. Et là, un mot là-dessus? Non, je crois que la position du Togo aujourd'hui... un peu ambiguë? Non, pas ambigu, mais cette décision est un casse-tête pour le Togo. Parce que non seulement le port de Lomé alimente ces pays, le Niger, le Burkina et puis le Mali, mais également la position du président de la République dans les dossiers maliens, burkinabé et nigérien, ça a quand même, cette décision embarrasse le pays parce que voilà le chef de l'État togolais qui s'est impliqué dans la résolution de la crise au niveau du Niger, au niveau du Mali également, au niveau du Burkina, même si aujourd'hui entre Lomé et Ouaga, voilà, il y a de l'électricité en l'air. On peut se dire dans une certaine mesure que la position de ces pays embarrasse aujourd'hui le pays parce que on va se demander justement quelle sera la suite. Oui. Quelle sera la suite au niveau de la médiation togolaise. Peut-être aussi, quel a été le degré d'implication du Togo dans cette décision finalement de ces trois pays-là? Oui, bon, on peut se poser des questions. Oui, légitime. Mais ce sont des États souverains. Oui, mais c'est des questions que tout le monde peut se poser. Des États souverains, donc le Togo ne peut que constater ça. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire c'est une décision qui est quand même un coup de machine. Je vois Gérard. Gérard ne pas d'accord avec moi. Gérard, si. Très bien. Heureusement. Regarde, on va passer à l'autre sujet. Moi, je pense, en deux mois, moi, je pense que aucun pays ne sortira plus de la CEDEAO. Mais c'est la CEDEAO plutôt qui va sortir de nos vies. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y aura une dissolution de facto. La CEDEAO ne va plus jouer aucun rôle dans nos prises de décision. Je pense que c'est Eric qui a parlé tout de suite de relations bilatérales qui constituent être agissantes. Les relations bilatérales vont prendre le pas sur la CEDEAO et la CEDEAO va sortir de nos vies et les gens auront la paix. Il y aura plus de gens qui vont confirmer
qui seront des observateurs d'élections, qui vont dire, bon, c'est pas de nature à entacher les résultats. Voilà, c'est toutes ces formules-là. Toutes ces formules. Disons que la CEDEAO est devenue très, très malhonnête, malheureusement, hein, et s'est tiré une balle dans le pied. Monsieur, merci à beaucoup sur ce sujet. Eh bien, c'est officiel depuis hier. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger annoncent quitter officiellement, avec effet immédiat, de la CEDEAO. Bon, CEDEAO qui aussi a sorti un communiqué le même soir, hier soir, pour parler d'une solution négociée. On verra donc la suite dans les jours, dans les heures, les jours. Moi, je crois que c'est moi seul qui n'avais pas honte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas honte, quoi. Ouais, c'est quand même... Parlant politique togolaise, monsieur, avec certaines nouvelles manifestations empêchées de l'opposition ou de la DMP, on sentait cela venir depuis que ce regroupement des partis politiques avait annoncé donc son intention de manifester. C'était samedi dernier. Des discussions houleuses avaient eu lieu donc entre le ministère de l'administration territoriale et les responsables de la DMP. À la fin, la DMP qui maintient sa manifestation, déconseillée par le gouvernement togolais. Et samedi dernier, on a vu que toutes les zones indiquées ont été bouclées. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, que devient la loi sur la liberté de manifestation au Togo, Sylvestre? Non, je crois que cette loi est embrigadée depuis par une colonie de colonels qui le colonisent au Togo. Elle est là au moins, cette loi-là, ou bien on l'a abrogée? Non, la loi existe charcutée, tripatouillée, et tout ce qui va avec y. Et donc, la continuité, c'est que l'ancien préfet qui était donc au Dabalo, qui déjà refusait toute manifestation dans sa zone à Goué, il a été promu aujourd'hui comme ministre donc, de l'administration territoriale, donc il a encore plein de galons. Maintenant, il refuse tout, il refuse systématiquement tout, ne serait-ce que pour l'opposition, parce que je vous fais savoir que même le samedi dernier, il y a un mouvement, le grand mouvement citoyen qui devait organiser un café à Agora Senghor. Ils y étaient quand on leur a demandé donc d'évacuer, de vider les lieux, parce que l'autorité a appelé qu'il y a une manifestation, ou du moins une réunion qui se tenait, et donc s'ils ne veulent pas que la cavalerie ou la gendarmerie débarque, il faudrait qu'eux-mêmes prennent des dispositions pour évacuer et pour que cela puisse se vider. Agora Senghor le samedi. Le GMC, c'est ça? Oui, le GMC. Le GMC, je devais y être, mais bon, j'ai eu un contre-temps, donc je projetais faire un saut quand j'ai eu l'info. Vous voyez, donc aujourd'hui, on refuse tout. La DMP qui veut manifester la dernière fois, le ministre leur dit, c'est-à-dire comme si aujourd'hui c'est le ministre qui doit jauger la pertinence ou l'importance donc des termes ou du moins des revendications sur lesquelles il faut maintenant faire une marche. C'est-à-dire que le ministre leur dit que si vous déclarez que on n'a pas fait les élections et donc on doit faire un consensus, tout ça, aller au CPC discuter de cela, ce n'est pas aller dans la rue parce qu'il ne voit pas l'importance de cela. Ce n'est pas à lui. C'est pas lui qui sent le besoin, c'est pas lui qui veut revendiquer. Et donc c'est pas lui qui doit jauger la pertinence de cela avant donc de donner, de permettre. De prendre acte, puisque nous sommes aussi dans un régime d'information. On leur a informé que voilà, nous allons manifester, que donc prenez vos dispositions. Et maintenant, lui, il interdit en se fondant sur des éléments quelque peu légers. C'est pas à lui. Et ce qui sort de l'entendement, c'est en fait cette réunion-là, qui se fait dans un espace clos. C'est les Togolais qui veulent discuter, échanger. C'est sous forme de café littéraire, en fait. Échanger un peu sur l'actualité, sur les faits économiques, la situation socio-économique du pays. Oui. Et on envoie leur dit de vider les lieux, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais au même moment, il y a d'autres formations politiques qui sillonnent le pays et tout ça. Bon, appelons les choses par leur nom unique, qui déroule tranquillement son programme, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays. La dernière fois, le chef de l'État même était là, au fait des filles, au niveau donc du stade de Kégué, avec des drapelés et tout ça. On voit. Il y a le confrère Narcisse Sagodian qui nous faisait observer que même samedi, là, la journée des douanes, là. Oui. Une manifestation à Lomé. Oui. Vous voyez, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes presque en période de campagne, même si ce n'est pas encore officiel, il y a disons de pré-campagne, puisque vous voyez que les formations politiques, il y a tout, mais systématiquement pour l'opposition, on dit niet, vous n'avez pas le droit.
C'est-à-dire qu'il y a des Togolais qui ont le droit et il y en a ceux qui, même s'ils doivent même se réunir dans leur, je sais pas, dans leur famille, il faut avoir l'autorisation du ministre. Non, écoutez, lorsque vous gérez un État comme ça crée des frustrations. Et ces frustrations-là, véritablement, à un moment donné, quand on a ras-le-bol, ça crée d'autres choses. C'est ce que nous avons vu avec Tikri Achadam. C'est-à-dire qu'on a tellement oppressé, on a opprimé, ce que j'appelle souvent des brimades politiques. On opprime tellement les gens, on refuse systématiquement aux gens donc au moins de dire, d'extérioriser ce qu'ils veulent. Le mécontentement. Le mécontentement, mais vous ne pouvez pas empêcher. Parce que quand on dit empêcher, l'autorité a quand même évoqué un élément essentiel. On parle de la sécurité intérieure. Non, écoutez, on a trouvé un allié. On a trouvé un allié dans le terrorisme. Moi, je le dis. Pourquoi je dis on a trouvé un allié? Vous avez vu, la DMK voulait manifester il y a quelques années. Bon, non, disons l'année dernière, au niveau de Beko Dieji. Oui. L'autorité, c'était au temps du ministre Yak. L'autorité a dit non, nous avons eu des informations que... et je crois que ça précède un peu cet événement malheureux que nous avons déploré à Sigame, où un Tchadien a poignardé un gendarme. Et l'autorité a dit nous avons des informations que la marche est infiltrée et puis il y aura donc des soucis. Et comme c'est un espace ouvert, nous ne pouvons pas assurer votre sécurité si jamais il y a un souci. Alors, trouver des formules. Bon, la DMK avait dit à l'époque, d'accord, monsieur le ministre, dans ce cas, on va à un espace clos, qui est donc le stade de la Asfosa. Oui. Nous allons tenir donc le meeting là. Ça permettra à vos éléments, lorsqu'il y a souci, comme vous dites que c'est un espace ouvert, il ne peut pas assurer la sécurité. Là, comme c'est un espace clos, comme ça, quand il y a souci, vous pouvez intervenir. On dit là aussi, niet. Vous voyez, ça crée une crise de confiance entre l'autorité et le peuple. Et devant ça, lorsqu'il y a une crise de confiance, je crois que nous ne voulons pas des mauvais augures, mais sans donner autre quelque chose. Parce que quand la personne est tellement opprimée, c'est-à-dire qu'il est dos au mur, derrière il n'y a que le mur, il ne peut plus avancer, mais quand il se retrouve contre vous... Alors visiblement, il y a de manifestations au Togo, visiblement, c'est pas tellement permis quand même. Hein. Il y a un auteur qui nous dit pourquoi les militants du parti au pouvoir ont le droit de tenir des meetings et des manifestations. Par contre, les militants de l'opposition n'ont pas le même droit. Les djihadistes dormants dont le ministre parle ne connaissent uniquement que les militants de l'opposition et pour les attaquer. Pourquoi le gouvernement empêche les opposants de faire donc les activités politiques sur le terrain pour les élections à venir, mais laisse le parti au pouvoir de faire les leurs. On est où là, dit donc cet auditeur? Oui, dans l'opinion, on se dit, mais et la loi sur les manifestations au Togo, qu'est-ce qu'on en fait finalement, Elon? Oui, effectivement, parce que là, je crois quand même qu'il va falloir qu'à un niveau donné, on puisse dégonfler les choses. Vous savez, on est dans une période électorale. Et donc, les manifestations, il doit y en avoir. C'est l'expression de la vitalité de la démocratie. Et l'autorité doit quand même accompagner ces manifestations, les encadrer pour que ça ne puisse pas dévier. Bon, si on a des craintes, etc., je pense que c'est l'occasion de mettre un cordon de gendarmes pour pouvoir sécuriser les manifestations afin qu'il n'y ait pas d'intrusion. Et on le voit aussi en France avec les agriculteurs. Hein. On voyait toujours la gendarmerie devant Oui, parce qu'on est en période électorale. On ne peut pas quand même se lever tout le temps parce qu'on interdit quand même les manifestations depuis plusieurs années, plusieurs mois. Et depuis Covid. Voilà, depuis Covid, voilà. Donc ça fait que aujourd'hui on ne peut plus quand même à un moment donné dire non, oui, il faut quand même laisser les gens. Ça ressemble à de l'abus selon vous? Je crois quand même que l'État a ses raisons, mais je crois quand même à un moment donné, il va falloir qu'on puisse laisser les gens exprimer librement leurs besoins, s'exprimer, parce qu'on est en matière électorale. Vous savez, le jeu politique est doux quand il y a le pouvoir et l'opposition. Le jeu politique est intéressant quand l'opposition donne son avis, quand le pouvoir aussi donne son avis, et que véritablement il y a une confrontation d'idées, vous comprenez, et que le peuple décide dans les urnes. C'est ça le jeu politique. Mais toutes les fois, on dit oui, non, depuis 2020, on assiste à ça. On ne va pas seulement entendre une seule sonnerie, un seul son de cloche. À un moment donné, il faut laisser aussi d'autres personnes pouvoir leur laisser l'opportunité de s'exprimer. C'est vrai qu'il y a des conférences de presse, il y a quand même des conférences débats que les gens font, mais ça n'a pas la même tonalité. Parce que tout le monde ne va pas à ces conférences de presse, tout le monde ne va pas à ces conférences débats. Mais quand les gens manifestent dans la rue, mais on lit sur les banderoles, etc., on sait ce qui se passe. Et donc, je crois quand même qu'à un moment donné, il faut leur donner la sécurité qu'il faut.
pour faire les manifestations. Il faut sécuriser au maximum pour qu'on ne puisse pas, et peut-être redéfinir les artères. Si les gens pensent que les artères là sont des artères, mais ils peuvent redéfinir ensemble avec eux pour qu'ils puissent manifester. Je pense que c'est la moindre des choses. On a entendu dans ce pays, vous vous rappelez, lorsque Tshisekedi avait organisé sa manifestation là, qui est restée dans les mémoires, qu'il n'y aura jamais un 19 août 2017. Oui. Et puis il a continué en disant que le gouvernement s'est préparé à toutes les éventualités. Gérard Ouissant, ça vous dérange vous aussi? Bon, moi je me pose juste des questions. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? De qui? De ceux qui nous gouvernent. Que de dire que nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité dans le pays. Regardez un pays comme le Niger, qui est à peu près 22 fois plus grand que le Togo. Ils arrivent à organiser des manifestations dans leur capitale. Le Togo est un tout petit pays de 8 millions d'habitants et vous dites, nous ne sommes pas capables d'organiser la sécurité. Là, il est temps de partir, de laisser la place à un autre gouverné. Parce que vous dites, nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité pour que vous vous promeniez en paix, pour que vous soyez libre d'exprimer, d'aller à l'église, à la mosquée, aux manifestations, tout. Nous avons échoué. Et quand un gouvernement a échoué, il s'en va. Je suppose que ce n'est pas un aveu d'échec. Et que juste les gens jouent au malin. La deuxième chose, soit ils ont échoué, ou bien ils sont paresseux. Moi, je penche plus pour cela. De la paresse? La paresse. D'assurer la sécurité? La paresse intellectuelle, la paresse de travailler. Parce qu'on peut permettre aux gens de manifester et gérer quand même le pays. C'est-à-dire que les gens prennent des décisions expéditives. Cet enfant pleure trop, qu'est-ce que je fais? Je le frappe et je tais. Sans se demander, mais pourquoi est-ce que mon enfant pleure? Est-ce qu'il a mal quelque part? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il s'ennuie? Il y a plusieurs raisons, mais ça donne du travail. Vous voyez certains éducateurs, quand l'enfant n'assimile pas vite, il prend un bâton, il frappe correctement. Ah oui, c'est bien sûr. Un autre, il s'en va fouiller des livres de pédagogie, comment est-ce que je vais l'amener à aimer les mathématiques, tout. Ça donne beaucoup plus de travail. Nous, nos ministres, moi-même, nos ministres, ils me font plus penser à ces enseignants paresseux qui ne veulent pas travailler. Les ministres sont paresseux? J'ai dit, ils me font penser à ces enseignants paresseux qui cherchent des méthodes expéditives pour ne pas se donner trop de peine et gagner leur salaire. Ah d'accord, j'ai pensé que vous sont paresseux. Bon, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Maintenant, certains vous diront que dans ça là, il y a le danger de paternalisme. Le paternalisme, c'est quoi? Vous dites à l'autre, c'est moi le patron, j'assure votre sécurité, je vous protège et tout. Vous restez seulement là, ne bougez pas. C'est une façon de déresponsabiliser l'autre. C'est une façon d'opprimer en fait l'autre. Je fais tout pour vous assurer votre sécurité. Là, vous allez être infiltré, donc ne marchez pas et tout et tout. Et c'est dans ça qu'on profite pour voler. Dès que vous arrivez à asseoir le paternalisme sur quelqu'un, vous le dépossédez de son indépendance et vous pouvez l'exploiter. Vous pouvez l'opprimer. Vous pouvez faire de lui tout ce que vous voulez jusqu'à ce qu'il se révolte. Mais si la personne ne se révolte jamais, vous voyez de ces gens-là qui sont ratés, quelqu'un qui éduque son enfant, l'enfant n'a jamais été indépendant, quoi. Il demeure un gros bébé. Oh là, c'est ça, il est victime de paternalisme. C'est ça que moi je crains pour le peuple togolais. Un peuple aujourd'hui qui est totalement déresponsabilisé. Moi je dis, et j'ai raconté quelque part la dernière fois, on était dehors et j'ai fait mes petites statistiques. J'interrogeais les élèves et je leur demandais comment s'appelle le premier ministre du Togo. Je vous jure, sur 10, un ne savait pas. Ils sont du CP1 ou CP2? Non, des lycéens. Des lycéens, des lycéennes. Ici? Il y a un qui me dit, c'est une famille qui s'appelle Victoire. Il dit Victoire quoi? Il commence à se taper la tête. Victoire, il ne savait pas. Donc les gens ne connaissent pas les ministres, les gens ne connaissent même pas la première ministre. Non, mais c'est une réalité. Je crois qu'il faut les laisser. Il faut faire quoi? Il fut un moment où on a demandé à le premier ministre Pascal Bodiona. Oui, il fut un moment. On demande à un élève, mais quel premier ministre du Togo? Il dit Kokoroko. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit, monsieur Kokoroko. Tout le monde arrive. Mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, le Togolais ne s'intéresse plus à la politique, ne s'intéresse plus à qui le gouverne et rien. Et moi, je dis que ça aussi, c'est un aveu d'échec. On veut gérer le pays avec dureté. C'est possible, hein? On va nous comparer avec la Chine. Seulement que la Chine, on gère avec dureté, mais seulement on ne vole pas. Ici au Togo, on gère avec dureté, mais la gestion n'est pas saine. On vole? La gestion n'est pas saine. Vous voyez des routes qu'on construit 3 ans après, c'est défoncé.
personne ne paye l'addition. Personne ne va en prison. Par contre, en Chine, quand vous construisez une route qui, au bout de 3 ans, est gâtée, ben, vous allez voir, des gens iront en prison. Donc là, il y a la dureté dans la gestion, mais en même temps, on refuse la rigueur. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement sur cette loi-là? Il faut finalement lui donner un anticoagulant pour le réveiller. Enfin, excusez-moi de... Non, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir donc à la loi du moins c'est dans l'initial, dans cette première modification. Le père de la loi, il est revenu aux affaires alors. La loi Bodion il a un peu changé parce que il y avait entre-temps le ministre Boukossi qui a pris donc la relève. Donc peut-être qu'il souhaitait qu'on l'appelle également la loi Boukossi, mais ça n'a pas marché. Maintenant, on revient maintenant, peut-être que c'est la loi Odabalo, je ne sais pas, mais généralement, il faut revenir donc à la loi initiale. Et puis ça a fait l'unanimité à l'époque. Et tout le monde savait à quoi s'en tenir. Maintenant, on dit non, il ne faut pas manifester devant donc les institutions de la République, il ne faut pas manifester devant donc les garnisons, il ne faut pas manifester devant les artères, eux-mêmes disent donc les grandes artères de levée stratégique. Bon, encore qu'il faudrait qu'on nous dise en quoi des coins stratégiques. Si les gens, la place Tahrir est plus importante, c'est pas des corps qu'on peut comparer à la place Tahrir. Donc il y a tellement de choses. Les gens, ils sont dans la logique, osons le terme, ils sont dans la logique de la peur. C'est-à-dire que les gens sont aujourd'hui frileux des manifestations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Tchikwi, on a sous-estimé, on a vu ce que ça a donné. Ils étaient obligés maintenant de limiter le mandat et donc d'aller un scrutin en deux, tout ce qu'ils ont refusé pendant 12 ans après la signature de l'accord politique global. Maintenant, comme la manifestation a donné donc une victoire d'État par Tchikwi à Tadam, il faut faire tout possible pour qu'il n'y ait plus de manifestations. Et encore qu'un l'a dit ouvertement, il n'y aura plus donc de foot bis. Parce qu'on ne sait pas d'où ça va partir. Mais si les gens sont dans un espace clos, en réunion, les gens veulent manifester et ils vous ont informé, ils vous ont donné l'itinéraire. Mais prenez des dispositions pour encadrer la manifestation. C'est simple. Au cas où il y aura des gens qui vont vous lancer des pierres, alors là, vous pouvez là riposter. On saura que oui, c'est parce que eux-mêmes, ils l'appellent grabuge, c'est parce que vous avez riposté. Mais si les gens veulent manifester, on vous a donné l'itinéraire, c'est-à-dire on vous a tout donné. Mais prenez des dispositions pour encadrer. Tous les militaires ou les gendarmes, les policiers qui ont déversé dans la ville donc, le samedi, est-ce que ce n'est pas trop juste pour encadrer une manifestation de la DMP? Est-ce que c'est pas trop? C'est la DMP seulement. La DMP seulement. Enfin, moi je pense que le problème c'est l'applicabilité de la loi. Les lois sont jolies, c'est qui les applique et comment on les applique. Oui, mais là, c'est ce que Sylvestre a dit, c'est bien bon, on aura beau. Cette loi, lorsqu'elle a été votée, même charcutée, Sylvestre l'a dit, retouchée, déjà manifestait, il n'y a pas de problème. C'est comment on applique la loi qui pose problème et qui l'applique. Pour moi, c'est ça qui pose problème. Et puis nos intellectuels. Vous savez... Attendez, vous avez dit quoi? Nos intellectuels. La grande faiblesse du Togo, c'est nos intellectuels. Qu'est-ce qu'ils en disent? Si un responsable de la DMK dit, bon, il faut manifester, on va dire, bah, il prêche pour sa chapelle, c'est un homme politique qui veut avoir le pouvoir et tout. Si nous, journalistes, on dit, peut-être on est partisans. Si une le dit, mais on dira, voilà, il cherche ses intérêts. Mais un intellectuel, nos professeurs d'université, tous ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils ne se prononcent pas? Pourquoi est-ce qu'ils n'éclairent pas le peuple? Pour dire quoi? Mais pour dire de quoi nous souffrons. Ah ouais? Pour dire pourquoi est-ce que le Togo là aujourd'hui n'est pas capable d'être dans la rue, pour dire ça, je ne suis pas content. Vous êtes sérieux? Mais je suis sérieux. J'estime qu'un peuple doit être capable de dire je ne suis pas content. Ça, ce n'est pas encore grave. Cette décision là, je ne suis pas d'accord. Le budget de cette année là, non, c'est pas bien. Ouvrir comme les Français le font aujourd'hui pour ouvrir les frontières pour les produits étrangers là, ça on n'est pas d'accord. Nous voulons ceci, nous ne voulons pas cela. Un peuple doit être capable de s'exprimer. Pourquoi est-ce que les intellectuels ne s'expriment pas? Prennent la parole sur toutes les questions. Et ils nous disent pour être courageux. Parce que la question de la liberté, ça c'est important. La question de la liberté, il faut que les intellectuels se prononcent sur ça. Vos journaux sont là, il n'y a pas de tribune. Oui, il n'y en a pas. Mais vous touchez quelqu'un, vous dites non, tu sais, j'ai tellement donc de choses à faire. Mais bon, on sait que il ne veut pas. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Il ne veut pas. Il peut. Mais il ne veut pas. Mais pourquoi? Parce il y a beaucoup de contingences. Oui, il y a une paupérisation de la population. Ce qui a fait que, c'est-à-dire qu'on tient le Togolais par son ventre. C'est-à-dire que non, oui. Non, en même temps, écoutez, c'est cela quoi. Non, réduire la chose à ça. Non, c'est cela. C'est-à-dire que le professeur d'université qui va oser dire quelque chose qui va unir,
Mais il sait ce qu'il attend. Non, rien. Non, il dit qu'il y a tellement de droits de réserve, il y a outrage à l'autorité. Moi, je vous dis, c'est la cupidité. Il gagne déjà 500 000 pour pouvoir gagner 2 millions. Il préfère se taire. Ça, on ne le tient pas par le ventre. C'est lui-même qui a choisi. Je préfère mon ventre à la liberté. Il gagne 500 000 pour pouvoir gagner 2 millions. Il se tait. Il voit des choses se passer, il ne se prononce pas. Est-ce qu'on tient celui-là par le ventre? Non. C'est un choix délibéré. On se bat c'est la cupidité. Quelqu'un m'a dit qu'il veut de l'argent. On se bat pour quel peuple à la fin? Donc là, il n'est pas intellectuel alors. Et là, votre avis là-dessus? Bon, en réalité, ce que Gérard a dit est pertinent parce que de tout temps, on a toujours demandé. Oui, les intellectuels togolais sont où? Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis on a mis la photo des gens qui après nous ont appelé de ne plus refaire cela. Oui, il y a juste un seul, sur tous les débats possibles sur le franc CFA, c'est Kapou. C'est lui seul qui se prononce ouvertement sur la question de la monnaie. À part la monnaie, il se tait. C'est des questions économiques dont il débat, ce qui est normal parce que c'est son domaine de définition et il est compétent en matière économique et financière, mais à part lui, c'est fini. Il y avait Khalifa, oui, Nadine Michel Khalifa. Bon, je l'ai vu pleurer à l'université lors donc de la question sur le franc CFA. Mais le gars, à un moment donné, il pleurait parce qu'il ne voit plus la relève, quoi. C'est-à-dire que tout le monde garde le silence. Oui, c'est ça. Au cours de la rencontre, il avait versé des larmes. Parce que la relève n'y est presque plus. Oui. Les gens se taisent, ne serait-ce pour manger. Oui, en réalité, c'est ça, parce que vous allez demander à quelqu'un, par exemple, comme je l'ai dit, de vous analyser le budget 2024. Voilà, il faut attendre la fin de l'année pour qu'il puisse vous dire mais il y a un fait aussi qui a retenu mon attention sur l'assurance maladie universelle. J'ai quand même lu 2 tribunes. Sauf que c'est sous anonymat. Ah oui. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que vous nous rejoignez là. Parce que j'avais vu les gens prendre ça même. Mais à la fin, c'est bien écrit. Oui. Bien écrit. Oui. Mais c'est sous anonymat. Oui, il a. Même pas sur un pseudonyme. Non. Même pas sur un faux nom. Non. Anonymat carrément. Ça, c'est plus sécurisant. Ouais, c'est cela malheureusement. Monsieur, merci beaucoup. Un autre élément dans la parole aux auditeurs pour le direct. C'est vrai qu'il y a beaucoup de messages, mais bon, enfin. Vous en dire, non? Alors, oui, d'accord, très bien. Mon technicien, il est là? Faut nous regarder habituellement, ok? Voilà, parce qu'il y a des signes qu'on peut se faire ici en studio pour que les autres qui nous écoutent ne savent pas. Alors, on va parler social un peu avec le FNFI. C'est bon? FNFI. Vous demandez à Gérard. C'est Gérard qui a la bonne appellation. FI, 10 ans de la finance inclusive. Ça a été célébré la semaine dernière, je crois jeudi, au stade de Kégué, avec la présence effective du président de la République Faure-Sos, Dunia Singben. Et la question que beaucoup se posent sur les réseaux, et puis que nous ramenons à peu près en studio aussi, c'est, puisqu'on parle de toucher les couches vulnérables, les femmes beaucoup plus. Et la question que nous posons ce matin, est-ce qu'elles sont sorties, n'est-ce pas, de la pauvreté, Gérard? Si ces femmes sont sorties de la pauvreté. Oui, parce que à la base, c'est les aider. Non, on ne va pas blaguer. La pauvreté, elle est présente au Togo. C'est évident. Mais moi, je ne vois pas vraiment le bien fondé de la manifestation de la dernière fois. Sincèrement, j'ai célébrer les 10 ans. Non, je vois que je pense que c'était très inutile. C'est comment on dit là, de la gabégie, c'est juste du gaspillage d'argent. Du gaspillage d'argent. Non, tout ce qu'on a déployé la dernière fois. Oui, je vous donnerai la parole, hein, vous. C'est-à-dire que dans un pays, dans une maison où on a faim, on ne fait pas. Quand on a l'argent, ben, on l'utilise pour assurer les lendemains. On l'utilise pour résoudre des problèmes. Quand votre toiture a des problèmes, vous la colmatez. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire merci? Parce que ça a fonctionné, cette initiative. Merci. Il y en a que vous décriez tout le temps ici que ça n'a pas fonctionné. Voilà une initiative qui a fonctionné. Et on célèbre ça, vous dites que c'est pas bon? Oui, mais fonctionner dans quel sens? Moi, je ne vois pas. Puisque la pauvreté, elle est toujours présente. Je ne multiplie pas la chose par 0. Hein. Peut-être que ça a pu aider certaines personnes, même si moi, je pense autrement. Moi, je pense qu'avec cet argent, ben, les milliards, là, on peut créer des structures qui produisent de la richesse. Plutôt que de donner 5 000. 5 000, ça sert à quoi? 5 000, 15 000, ça sert à quoi? Pas grand-chose. 30 000. 30 000.
Vous faites quoi? Ça sert à quoi? 30 000, il suffit que le jour où vous recevez ça, vous tombez malade d'un paludisme, 15 000 sont déjà partis. Vous voyez? Donc, c'est assez... Bon, à mon avis, on aurait pu investir l'argent là à chaque fois dans des structures qui créent de la richesse ou des structures qui nous facilitent la vie, construire des pistes, par exemple, de ces choses-là, quoi, où chacun peut profiter. Mais bon, c'est la politique de M. Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir et il a des choix politiques et économiques. On ne peut pas lui dénier ça. On ne peut pas le... Donc, non, ça, c'est un choix politique. C'est un choix politique et économique. Quand quelqu'un est au pouvoir, il fait des choix et il exécute sa politique. Bon, c'est après 4 ans, 5 ans, on va juger. Si c'est bon, on le laisse continuer. Si c'est pas bon, on lui dit de partir. Juste que nous, on n'arrive pas à faire partir les gens. C'est tout, que ce soit bon ou non. Sinon, c'est comme ça la politique fonctionne. Hein. La personne vient, vous l'empêchez. Vous pensez que l'argent qui a servi à organiser cet anniversaire-là peut servir à faire autre chose beaucoup plus concret? Moi, j'ai fait juste une remarque, c'est qu'il y avait par exemple un nouvel hélicoptère. L'hélicoptère qu'on a utilisé pour assurer, je crois, la sécurité. Je ne sais pas, ça faisait la ronde. Ah oui, c'est pas l'hélicoptère c'est proche de votre maison, d'ailleurs. C'est pas loin de chez moi. C'est pas loin de chez moi. Et donc, cet hélicoptère-là, j'estime que ça a été loué. Regardez combien ça peut coûter et combien de forages, par exemple, on peut faire dans certains villages pour que les gens aient de l'eau. Est-ce qu'il faut toujours raisonner en ce thème-là? Oui, oui. Vous savez ce qu'on dit en Allemagne? Non. On dit, quand une épingle tombe par terre, on regarde, mais c'est tombé d'où? C'est comme ça les gèrent là. Comment on dit ça en allemand? Ah, ça va être trop compliqué ça. Quand une épingle tombe par terre, tout le monde regarde, mais c'est tombé d'où? De la poche de qui? Où est-ce qu'il faut remettre ça? Donc même 1 franc, 1 centime, on sait d'où ça vient. Quand vous voyez la comptabilité de l'État, c'est clair et net. Il n'y a pas de comment dire là. Les recettes et les dépenses, il faut que ça concorde, quoi. Mais alors que chez nous, on fait des choses, on se permet des choses. Bon, jusqu'à quand? Et là, Mathis, oui. Bon, la dernière fois, on a assisté justement aux 10 ans, toute la semaine. C'était une activité qui parce qu'il y a eu des rencontres, voilà, des réunions, des discussions avant l'apothéose avec la présence du président de la République. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, nous, par exemple, on n'a pas couvert, mais, parce qu'on n'a pas été invité, mais quel bilan on peut faire justement de ces 10 ans d'activité du Fonds national de la finance inclusive? C'est vrai, comme Gérald a dit, tout n'est pas noir, mais en réalité, je crois quand même qu'il faut plus d'impact au niveau même des couches sociales de ce fonds-là aujourd'hui, parce que il faut quand même migrer, il faut shifter pour qu'on puisse 10 ans après parler. Est-ce que véritablement ça a eu un impact sur la réduction de la pauvreté? Je pense que les évaluateurs de ce fonds vont quand même pouvoir répondre à cette question. Je pense qu'il y a une ministre qui est chargée de l'organisation du secteur. Donc jusqu'à présent, on continue de lire, on continue de lire les articles, d'apprendre, de voir ce qui s'est passé concrètement, mais l'impact véritablement de cette finance inclusive-là, on attend toujours de l'avoir. Et Sylvestre, vous direz la même chose presque, parce que tout à l'heure, je vous ai vu... Oui, moi je crois que tout ce qu'on a fait la dernière fois, c'est du folklore, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, parce que lorsque vous regardez un peu au niveau donc, du bas peuple, vous verrez que les Togolais sont restés sur les rotules. Oui, parce qu'il y avait quand même sur FNFI, mais au temps donc, de la Covid, la période Covid, vous avez vu que beaucoup ont couru pour les... comment vous l'appelez, les novicies. Beaucoup ont couru pour les 5000 de novicies et tout ça. Donc, les femmes, beaucoup de femmes togolaises dépendaient même presque de novicies. Mais de l'autre côté, il y a certaines encore qui sont avec le FNFI. Qu'est-ce que cela a changé? Vous savez pourquoi donner 30 000 à quelqu'un pour lui dire donc, et d'aller faire quoi? D'aller faire de génie? Parce que le taux de remboursement, je crois avoir compris, ça tourne autour de 93%. Ça veut dire que ça marche? Non, écoutez... Quand on vous donne 30 000 que vous remboursez, non, écoutez, ça veut dire que ça a servi à quelque chose. Si le FNFI, si tout cela marchait, on devait quand même le sentir. On devait circuler, aller un peu au nord du pays. Aller encore dans les hameaux les plus reculés, tout ça, où on dit il y a FNFI et tout ça. Vous verrez, les gens sont... vous revenez après 10 ans ou après 5 ans, les gens sont comme
comme la manière dont vous les avez vus, quoi. Il n'y a aucun changement. Il y a aucun changement. J'aurais même préféré, au lieu donc d'aller faire tout ce folklore-là au sein de Kéké la dernière fois, que la ministre déléguée qui est en charge donc, de ce secteur-là, Madame Assi, puisse peut-être appeler donc, les journalistes pour une conférence de presse et puis on échange et vous dit bon voilà, quand moi j'ai pris le département c'était on m'a remis peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, on m'a remis peut-être 1 milliard pour commencer. Après nous avons fait 5 années ou 4 années, c'est le résultat, voilà tel résultat, telle dame et tout ça, voilà ce que nous avons pu faire pour que les dames puissent aussi témoigner. Je ne dis pas que ce que fait le HCOM, mais bon, ouais, vous avez vu le HCOM qui prend peut-être je crois 4 milliards, quelque chose comme ça là, mais qui vont donc dans les hameaux, qui construisent des choses et puis vous voyez, il y a le résultat qui est là. Un centre médico-social, vous voyez le résultat y est. Dans un milieu un peu reculé, vous voyez donc maintenant, les femmes ne vont plus faire des kilomètres si elles sont en travail et tout ça, on sait qu'il y a un centre qui est à côté. Voyez, au moins il faut des choses tangibles pour qu'on puisse jauger donc de la pertinence de la chose. Mais ici, on serait 10 ans. Bon, 5 ans, c'était comment? La première année, vous avez commencé comment? Après 5 ans, c'était comment? Maintenant, 10 ans, on dit, bon, on invite le chef de l'État, et puis on danse à question, on danse tout ce qui va. Après, bon, les gens vont partir, ils vont prendre encore peut-être 2000, je sais pas. Des gens vont venir avec les cars et tout ça, la sonorisation et tout ça. C'était du gâchis. Tout ça, c'était du gâchis. Même l'argent, là, qu'on a pris pour organiser tout ça, on pouvait quand même le mettre à profit, ne serait-ce que pour continuer et peut-être l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin je ne sais pas si on peut évaluer un peu le truc, là, même la sonorisation déjà, on est déjà autour donc de plus de, je sais pas, plus de 5 millions, si on doit, bon, 5 millions à peu près, de tout ce qu'ils ont organisé la dernière fois. Parce que certains viendront, les carburants et tout ça, le chef de l'État, la sécurité, l'hélico et tout ça, le kérosène, c'est gens qui n'ont pas travaillé. Vous voyez? Non, c'est leur travail pour aller faire ça. Pour aller faire ça. C'est du manque à gagner. Alors, il y a un auteur qui nous dit, après 10 ans de FNFI, est-ce qu'on peut me donner la statistique de ceux qui sont sortis de la pauvreté? Oui, ce projet a servi juste. Ceux qui l'ont créé, c'est de la propagande et rien d'autre. Alors, il y a un autre auditeur qui nous dit, dans cette gouvernance, chaque pré-campagne a un nom. Donc, celle de la fois passée, le nom 10e anniversaire du FNFI. On voit beaucoup de commentaires quand même sur le sujet. On comprend aisément que bon, ça n'a pas emballé beaucoup de monde. En tout cas, sur les réseaux et ça a eu une connotation plus politique que c'est un lancement de campagne. ça a l'air. C'est possible, c'est la politique. En tout cas, il faut se méfier de la culture de l'assistanat. C'est-à-dire qu'un peuple qui attend qu'on lui donne, au lieu d'un peuple qui apprend à produire, à créer de la richesse. Est-ce que c'est un peuple qui attend qu'on lui donne ou c'est un peuple qu'on pousse à monter? Non, c'est un peuple qui est de plus en plus habitué à prendre. C'est ici, FNFI, tout ça là, on me donne, on m'assiste. La culture de l'assistanat, moi je dis, il faut se méfier. Je ne peux pas vous faire du temps, mais pour le truc en allemand, je vous le dis. Oui, parce que c'est que vous parlez allemand. Comme ça. Quand un clou